dans un quartier délaissé de la ville, où les toits effondrés laissaient entrevoir le ciel et où les placards vides résonnaient d'absence, Émilie, 9 ans, prit une décision qu'aucun enfant ne devrait jamais affronter. Son petit frère Jacob gémissait à ses côtés, sa faim accentuant chacun de ses sanglots, tandis que leur mère, trop faible et fiévreuse, gisait immobile dans l'obscurité. Serrant son frère dans un bras, Émilie enfila une veste en lambeaux autour de sa petite silhouette, glissa une pièce dans sa poche usée et s'avança dans la fraîcheur nocturne, guidée par une détermination farouche et un vœu tacite de ramener de l'aide. Les rues qu'elle traversait au clair de lune lui semblaient à la fois familières et menaçantes. De jour, ces mêmes trottoirs l'avaient vue marcher à l'époque où l'école était encore une promesse, mais maintenant, chaque ombre se profilait comme une sentinelle, chaque grondement lointain une menace. Elle jeta un coup d'œil aux maisons silencieuses qui défilaient, leurs fenêtres sombres et leurs occupants probablement aussi en difficulté que sa propre famille. Émilie comprenait que personne ne frappe à une porte quand on n'a rien à offrir en retour, alors elle persévéra, le souffle léger de Jacob pressant sa poitrine. Sa destination se trouvait au cœur de la ville, là où les lampadaires brûlaient d'une lueur constante, les vitrines des magasins brillaient de chaleur et les rires se répandaient sur le trottoir. Là, espérait-elle, quelqu'un, peut-être un boulanger jetant des pains rassis ou un client essuyant les comptoirs, pourrait éprouver de la pitié pour une petite fille terrifiée et son frère affamé. L'idée du pain jeté, des assiettes à moitié mangées abandonnées par des clients pressés lui redonnait du courage. L'orgueil, avait-elle décidé, était une cage qu'elle briserait ce soir-là. Pendant ce temps, de retour dans l'appartement exigu, Karen s'agitait faiblement. Bien que trop faible pour se lever, elle sentait l'absence de la présence réconfortante de sa fille. Sa main tremblante se glissa vers l'espace vide près de son oreiller, son souffle rauque se coupant d'inquiétude. Quelque part au-delà des murs fins, Émilie s'aventurait vers l'inconnu et le cœur de Karen, malgré sa fragilité, se serrait d'une peur silencieuse. Lorsqu'Émilie atteignit le quartier huppé, le contraste la frappa comme une claque. Des lampadaires polis bordaient des trottoirs immaculés, les vitrines des magasins reflétaient la lune dans leurs vitres immaculées, les arômes de viande cuite et de pâtisserie flottaient dans l'air, envoûtant. Ses chaussures usées glissèrent sur le béton tandis qu'elle suivait l'odeur jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, un grand restaurant aux hautes fenêtres éclairées par des lustres scintillants, où des clients bien habillés dînaient sous un service impeccable et des conversations feutrées. L'hésitation lui brûlait la gorge. Cet endroit n'était clairement pas fait pour quelqu'un comme elle. Pourtant, le léger gémissement de Jacob lui rappela la raison de sa venue. Elle repéra une ruelle étroite près de l'entrée de la cuisine, dont les murs de briques promettaient une cachette. Prudemment, elle s'avança, berçant Jacob jusqu'à ce que ses yeux se ferment à nouveau. Derrière elle, la douce lueur de la salle à manger l'attirait, devant elle, les poubelles verrouillées, espérait-elle, une porte de livraison non verrouillée. La chance était de son côté. Une porte de derrière, légèrement entr'ouverte, peut-être oubliée par un livreur pressé, se dressait comme une invitation. Les doigts d'Émilie tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit et se glissa à l'intérieur, Jacob serré contre lui. Un riche parfum de légumes rôtis et de viande grésillante l'envahit. Les pas et les rires étouffés s'éloignèrent derrière elle tandis qu'elle avançait lentement dans un couloir faiblement éclairé, au rythme des assiettes qui s'entrechoquaient. Soudain, elle déboucha dans la salle à manger principale. C'était comme entrer dans un autre monde, des tables en acajou poli, des verres en cristal illuminant la lumière des lampes, des convives élégamment vêtus, affalés dans leurs fauteuils. Les conversations cessèrent aussitôt que les têtes se tournèrent. Émilie sentit une centaine de regards se fixer sur son manteau usé et ses chaussures éraflées, mais elle les ignora tous et se concentra sur la silhouette solitaire assise à une table d'angle. Il était assis seul, un homme aux cheveux poivre et sel, à la mâchoire crispée, les épaules voûtées comme s'il portait un poids invisible. Une assiette de nourriture intacte était posée devant lui, la vapeur s'élevant encore. Émilie prit une profonde inspiration, leva le menton et parla d'une voix plus assurée qu'elle ne l'était. « S'il vous plaît, monsieur, puis-je avoir ce que vous ne voulez pas manger ? Mon petit frère n'a rien mangé aujourd'hui. » La salle fut plongée dans un silence absolu. Un serveur s'arrêta à mi-chemin, serviette à la main. Les verres s'immobilisèrent à mi-chemin des lèvres. L'espace d'un instant, le temps lui-même sembla retenir son souffle. Puis l'homme baissa sa fourchette, son regard fatigué croisant celui d'Émilie. Il observa son visage sale, déterminé, inflexible et quelque chose s'adoucit dans son expression. Avant qu'un membre du personnel puisse intervenir, il leva la main. « Laissez-la, dit-il d'une voix basse mais résolue. Le maître d'hôtel se figea, puis recula à contre-cœur. Se penchant en avant, l'homme demanda doucement, « Comment vous appelez-vous » « Émilie. »« Et ton frère »
C'est Jacob. Il a 3 ans. Émilie désigna la petite boule dans la couverture. Le regard de l'homme se posa sur le paquet, et la douleur traversa son visage, une conscience de sa vulnérabilité, peut-être un souvenir de sa propre perte. Il jeta un coup d'œil au serveur. Apportez-leur quelque chose de chaud ou du pain, des œufs, ce qui est frais et quelque chose à boire. Le serveur s'éloigna précipitamment. La gorge d'Émilie se serra, mais elle garda les yeux fixés sur l'homme. Quand la nourriture arriva quelques instants plus tard, elle déchira un morceau de pain et l'enroula tendrement autour de la main de Jacob avant de l'aider à grignoter la mi-moelleuse. L'homme observa en silence, puis se pencha en arrière. « Où trouverai-je ta maison » demanda-t-il. Émilie hésita, protégeant son frère. « Je ne le laisserai pas seul » murmura-t-elle. Le regard de l'homme devint sérieux. « Je vous le promets à tous les deux, montrez-moi simplement le chemin. » La confiance luttait contre sa peur, mais la gentillesse de son ton apaisa ses derniers doutes. Émilie hocha la tête, résolument. Il se leva, prit délicatement Jacob dans ses bras et la rejoignit. Leur retour se fit dans le silence, la présence de l'homme apportant un réconfort constant au milieu du silence des rues désertes. Alors qu'ils approchaient du trottoir défoncé menant à l'immeuble d'Émilie, une odeur nauséabonde flottait dans l'air, rappelant toute la décrépitude et l'abandon qu'ils laissaient derrière eux. Émilie accéléra le pas, l'homme l'appela « Émilie, attends ». Mais elle se glissa dans le couloir sombre avant qu'il ne puisse la suivre. Il s'arrêta sur le seuil, la porte se refermant entre eux avec un bruit sec. À l'intérieur, l'appartement était plongé dans l'ombre. La main de Karen se tendit, tremblante, comme si elle attendait avec impatience le retour de sa fille. Émilie hésita sur le seuil, Jacob dormant doucement contre elle, avant de murmurer « Maman, il est là ». À cet instant, deux vies, si différentes et si blessées, étaient au bord de quelque chose de nouveau, un lien forgé par la compassion, une promesse d'espoir surgissant de la nuit froide. Ainsi naquit une famille inattendue, formée non pas par le sang ou le destin, mais par le pouvoir simple et transformateur du courage d'un enfant et de la volonté d'un homme de voir au-delà de sa propre tristesse. « Tes parents » Ses yeux se baissèrent enfin, premier signe de vulnérabilité qu'il avait perçu. « Ma mère est malade » dit-elle d'une voix ferme mais creuse. Elle n'arrive même pas à sortir du lit. Il n'y a personne d'autre. C'est juste que... Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il parlait. Et je ne savais pas quoi faire. Son ton était dénué de drame, dénué de sanglots ou de supplications, simplement un récit factuel de ses difficultés. À cet instant, Alexander ressentit une vive oppression dans la poitrine. Il reconnaissait parfaitement cette cadence détachée, c'était la sienne après l'accident, racontant les événements comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. La jeune fille devant lui ne recherchait pas la compassion, elle demandait ce qu'il avait considéré comme sans importance. Il jeta un coup d'œil à l'assiette devant lui où des œufs brouillés presque intacts, 2 tranches de pain, un petit bol de bouillon et ressentit une soudaine honte pour la nourriture qu'il avait bousculée ce matin. Là. Émilie se tenait au bord de la table, prenant soin de ne pas s'asseoir. D'un geste calme et posé, elle déplia la serviette, découpa un morceau de pain et le posa contre le doux tissu de la couverture de Jacob. Le bambin s'agita, poussa un léger gémissement et commença à grignoter le pain, les paupières lourdes de sommeil. Elle l'observa avec une concentration silencieuse avant de prendre l'assiette chaude dans ses mains. Elle ne mangea pas immédiatement. Elle regarda Alexandre. « Merci » dit-elle simplement, d'une voix claire et sans fioriture. Il fut stupéfait par sa gratitude discrète. « Tu devrais manger aussi » parvint-il à dire. Elle ramena une mèche de cheveux derrière son oreille et répondit « Je vais le faire, mais il en avait besoin avant. » Ces mots avaient un poids plus profond que n'importe quelle effusion émotionnelle. Il fit signe à la chaise à côté de lui. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Hésitante, elle s'y laissa tomber, serrant Jacob d'un air protecteur. Elle porta une cuillerée de soupe à ses lèvres, ferma les yeux un instant tandis que la chaleur se répandait, puis déglutit. Un silence s'installa entre eux, pesant mais pas inconfortable. Après quelques respirations, Alexander demanda « Où habites-tu » Elle hésita, le regard baissé. « Pas loin. La vieille maison brune de la 12e rue, tu sais, celle avec la clôture cassée. » Alexander hocha la tête, il était passé devant d'innombrables fois, détournant toujours le regard. C'était le genre d'endroit qu'on faisait semblant de ne pas remarquer jusqu'à ce qu'une plainte appelle un inspecteur. « Et ta mère, elle vit seule là-bas » Oui, murmura Émilie. Elle est trop faible pour quitter le lit depuis des jours.
J'ai essayé de cuisiner ou j'ai fait bouillir des haricots mais ça sentait mauvais. La nuit dernière, Jacob est tombé malade. Alexander serra les dents. Il avait fait des chèques à des œuvres caritatives, soutenu des refuges, financé des initiatives et pourtant, il y avait une enfant qui avait passé la nuit à errer dans les rues, portant son petit frère, récupérant des restes. « Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide » demanda-t-il doucement. Pour la première fois, son regard trahissait une douleur crue. « Je l'ai fait. » Ils ont fermé la porte. À cet instant, le gérant du restaurant s'approcha, la voix basse. « Monsieur, tout va bien ?» Ceci. Sa voix s'éteignit sous le regard fixe d'Alexander. « Tout va bien » dit Alexander fermement. « Veuillez envoyer quelqu'un avec une couverture et une bouteille d'eau pour le garçon. » Le gérant s'éloigna précipitamment. Se tournant vers Émilie, Alexander dit doucement « J'aimerais te ramener à la maison, m'assurer que ta mère va bien. » Elle se raidit. « Personne ne peut nous emmener, dit-elle, les lèvres serrées. Ils emporteraient Jacob. Je ne laisserai pas faire. » Une farouche protection brillait dans ses yeux. « Je ne cherche pas à te prendre quoi que ce soit, » répondit-il doucement. « Mais si ta mère est vraiment malade, elle a besoin d'aide médicale. Tu as besoin de soutien. Il n'y a rien à craindre. » Elle le regarda un long moment. « Si tu viens avec moi, j'irai aussi, mais Jacob reste avec moi, dit-elle. » Alexander hocha la tête. « D'accord. » Ils sortirent par la porte latérale la même qu'elle avait empruntée quelques minutes plus tôt, même si elle avait l'impression qu'une éternité s'était écoulée. Dehors, l'air nocturne leur mordait le visage, mais Émilie marchait d'un pas décidé, sa petite silhouette le guidant à travers les rues silencieuses. Alexander le suivit, berçant Jacob, dont la respiration douce effleurait à peine la couverture pliée. Ils passèrent devant des boutiques aux volets fermés et des rangées de maisons modestes jusqu'à la rue qu'elle avait nommée. Les maisons penchaient vers le sol, leurs volets affaissés comme des paupières fatiguées. Émilie s'arrêta devant une structure usée par les intempéries, peinture écaillée, balançoire cassée, fenêtres sombres. « C'est ici » murmura-t-elle. Alexandre examina la maison et ressentit une vague de culpabilité plutôt que de dégoût. « Depuis combien de temps es-tu seul ici » demanda-t-il. « Depuis mercredi » dit-elle doucement. « On est samedi. » La réalité de ces jours sans souci le frappa comme un coup dur. Il la suivit sur le trottoir fissuré et franchit un portail à peine maintenu par des gonds rouillés. Lorsqu'elle ouvrit la porte, une odeur de maladie et de moisissure se répandit. Émilie se précipita à l'intérieur sans hésiter, Alexander, portant Jacob, le suivit plus lentement. Son cri fendit le silence comme du verre brisé. Il se tenait sur le seuil, le cœur battant, ne sachant comment avancer. Puis, comme poussé par quelque chose de plus profond que les mots, il murmura « Je suis vraiment désolé ». Émilie s'agenouilla près du lit où sa mère gisait immobile, main dans la main avec l'enfant qui avait besoin d'elle. Les rayons de la lune filetaient à travers les rideaux déchirés, illuminant la ligne creuse du corps de la mère. Alexander s'agenouilla près d'eux, déposant délicatement Jacob dans un berceau improvisé fait de couvertures. Il tendit la main mais s'arrêta net, comprenant qu'aucun geste ne pouvait effacer les heures de solitude ni la finalité de la mort. Émilie resta figée, les doigts agrippés à la main froide de sa mère, le regard vide et inflexible. Plus tard, dans la voiture, ils restèrent assis en silence tandis qu'Alexander remontait les rues qu'il croyait connaître. Émilie était assise derrière lui, Jacob contre sa poitrine, les yeux fixés sur les feux de croisement. Sa poigne était ferme, instinctive, pas de frémissement enfantin, pas de questions timides sur leur destination. Cette absence d'innocence le frappa plus profondément que n'importe quelle confession. Il pensait à lui-même à son âge, le jour où son monde s'était effondré, le jour où le silence l'avait consumé. Le travail était devenu une routine vide, son chauffeur le conduisait du bureau à la maison, le jeudi, assis au même siège au restaurant, face à une chaise vide autrefois remplie de rire. Mais ce soir-là, il n'observait pas une absence, il observait un enfant déterminé à ne pas craquer. Quand elle lui avait demandé « Puis-je prendre ce que tu refuses de manger ?», quelque chose en lui avait changé. Il n'y avait ni supplication, ni manipulation, juste la vérité sans fard d'un garçon affamé et d'une mère malade. Ce courage, né de la nécessité, et non d'un choix, l'avait transformé à jamais. Ils s'engagèrent dans l'étroite ruelle qui menait au quartier qu'Alexandre avait toujours ignoré, à un endroit où sa propre réussite projetait une ombre indifférente. La honte s'installa dans son estomac comme une pierre. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, le profil d'Émilie, immobile et calme,
la respiration lente et régulière de Jacob. Il n'avait pas prévu cela. Il n'avait pas prévu de quitter le dîner avec un enfant dans sa voiture. Mais maintenant qu'il avait été témoin de leur combat, il n'y avait plus moyen de reculer. Il fit avancer la voiture, résolu à faire plus que signer des chèques ou des papiers. Il soutiendrait cette fille et son frère, veillant à ce que personne ne se détourne plus jamais de leurs besoins. Et tandis que la maison affaissée réapparaissait à travers le pare-brise, Alexander Reed sut que sa vie et la leur ne serait plus jamais la même. Elle dormait, murmura Emily dans la pièce vide. Sa voix tremblait de confusion plutôt que de chagrin, comme si elle espérait encore que la mort ne soit qu'un mauvais rêve. Ce matin, sa mère respirait, ses murmures n'étaient pas des appels à l'aide, mais des questions perplexes, comme si elle ne comprenait pas encore comment elle avait atterri là, immobile et silencieuse. Alexander s'agenouilla près de sa fille, posant une main ferme sur son petit dos. « Émilie, dit-il doucement, la voix rauque, elle est partie. Maman ne s'est pas réveillée. » Le regard d'Émilie se posa sur la main de sa mère, encore chaude, toujours serrée contre la sienne. Elle se pencha en avant, pressant son front contre les phalanges de sa mère, refusant de la lâcher. « Elle a dit que tout irait bien, » murmura Émilie, comme si répéter une promesse pouvait la rendre vraie. « Elle a dit qu'elle irait mieux. » Alexander serra les dents, les souvenirs des derniers mots de sa femme revenant en mémoire, « On sera à la maison dans 1 heure. » Il s'y était accroché comme à une bouée de sauvetage, même lorsqu'il s'était évaporé. Cette nuit-là, poussé par l'instinct plutôt que par un plan, Alexander prit Jacob dans ses bras et prit la main d'Émilie. « Viens avec moi, dit-il. » Elle le fixa, les yeux écarquillés. « Mais on ne peut pas la laisser, protesta-t-elle, la voix brisée aux mots, elle. Il hocha gravement la tête. « Je sais. On ne l'oubliera pas. Mais rester ici n'est pas sûr, pas ce soir. » Émilie ne protesta pas. Avec un lent recueillement, elle embrassa le front froid de sa mère. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai essayé. » Puis elle se leva, les épaules redressées sous le poids qu'aucun enfant ne devrait porter, et ensemble, elles franchirent le seuil de cette maison qui n'était plus un foyer, mais un lieu de repos. Dans la voiture, Jacob était blotti contre Émilie, respirant doucement dans son sommeil. Émilie, figée sur la banquette arrière, les yeux rivés sur les lumières de la ville. Elle ne demanda pas où ils allaient, ni ne demanda de garantie. Alexander conduisait dans un silence pensif, ses rares regards dans le rétroviseur révélant une jeune fille d'un âge avancé, des lèvres pâles pincées, des cernes profonds sous les yeux, trop vieux pour son visage. Il ne regarda pas le linceul qui avait servi de porte d'entrée. Son cœur était vide, mais le silence entre eux dans la voiture était différent, il était chargé de chagrin partagé, de protection, de vœux tacites. Enfin, il parla à voix basse. « Tu n'es pas seul. » Émilie croisa son reflet un instant, puis détourna le regard. Lorsqu'ils arrivèrent chez Alexander, la chaleur lui parut étrangère après le froid de la perte. Il porta Jacob à l'intérieur, et Émilie le suivit lentement, ses orteils effleurant le doux tapis sur le seuil comme pour tester son droit d'appartenance. « C'est chez toi ce soir, dit-il. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Elle hocha la tête, mais resta sur ses gardes. Il la conduisit à la chambre d'amis, où un lit était posé sous des draps impeccables. Émilie le parcourut du regard, l'incertitude se lisant sur son visage. « Je peux dormir par terre ?» demanda-t-elle doucement. Sa gorge se serra. « Non », répondit-il doucement. « Tu mérites ce lit. » Elle s'allongea au bord, se recroquevillant en un mince pli de tension, comme prête à fuir au moindre signe d'inconfort. En bas, Alexander prépara un repas simple œufs brouillés, toast, fruits et une humble offrande sous le grand lustré le parquet ciré. Il posa une assiette devant Émilie, qui l'accepta sans un mot et la déposa délicatement sur la vaste table. La fourchette tinta trop fort dans sa main, l'écho s'amplifia dans le silence du couloir. À l'étage, Émilie fixait le plafond, la respiration régulière de Jacob à ses côtés. Elle fouilla dans la poche de sa veste et en sortit un petit morceau de papier froissé, un dessin au crayon de leur famille d'autrefois. Les bonhommes allumettes souriaient sous un soleil éclatant. Elle passa son doigt sur le personnage central et murmura « J'ai essayé, maman. J'ai vraiment essayé. » À cet instant, la grandeur du manoir s'évanouit, ne laissant derrière qu'un père déterminé à protéger ses enfants et une fille aux prises avec un chagrin qu'elle ne pouvait encore nommer. Ils affronteraient demain ensemble, un petit pas au-delà des ténèbres infinies de ce soir. Ses mouvements étaient d'une précision déconcertante, chaque geste mesuré et délibéré au trop pratiqué pour une enfant de 9 ans.
Ils évoquaient une enfance tronquée, des leçons apprises en silence, comment se faufiler dans une pièce sans faire de bruit, comment réussir parfaitement du premier coup, comment n'accepter que ce qui était donné et ne jamais rien demander de plus. Avec l'aide d'Alexander, Jacob se hissa sur la chaise et attaqua aussitôt son assiette à 2 mains. Il mangea avec la férocité de quelqu'un qui craint de voir chaque bouchée disparaître, sa mâchoire se serrant si vite qu'il goûta à peine les œufs brouillés moelleux et le pain grillé beurré. En face de lui, Alexander était assis, contemplatif et silencieux, observant. Émilie resta debout jusqu'à ce qu'Alexander penche la tête vers la chaise vide. Elle s'y glissa, mais ne prit pas son assiette. Ses yeux écarquillés restèrent fixés sur Jacob, suivant chaque bouchée comme si sa survie dépendait de son attention. « Il mange », proposa doucement Alexander, rompant le silence. Les mots flottaient, maladroits et insuffisants. Émilie hocha la tête, sans quitter Jacob des yeux. Après un long moment, elle murmura « Il aime les œufs ». Alexander s'autorisa un léger sourire. « Il y en a plus s'il en veut », l'encouragea-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Lorsque Jacob repoussa enfin sa chaise, se frotta les yeux dans un bâillement ensommeillé et se laissa glisser avec l'aide d'Émilie, elle le guida vers la salle de bain sans un regard en arrière. Resté seul à table, Alexandre ressentit l'étrange poids de ce qui venait de se passer, non pas un repas, mais un pacte d'endurance tacite. Quand Émilie revint, Jacob était vêtu d'un pyjama qui tombait amplement sur sa petite silhouette, un tissu doux que Sophia lui avait apporté l'après-midi. Il serra la main d'Émilie tandis qu'elle le conduisait dans la chambre d'amis, où le lit qui lui avait autrefois semblé immense paraissait désormais modeste sous la faible lueur de la lampe. Avec une efficacité calme, elle lissa les couvertures, lui repoussa les cheveux et lui murmura quelque chose à l'oreille. Les épaules de Jacob se détendirent, un demi-sourire paisible éclairant son visage avant qu'il ne se détourne, sombrant dans le sommeil. Au lieu de se réfugier dans la cuisine, Émilie resta dans le couloir, assise sur le parquet ciré, les genoux repliés contre sa poitrine, le menton posé dessus. Ses yeux restèrent ouverts, suivant la lente danse des ombres qui s'étiraient sur les planches. Au bout d'un moment, Alexander s'approcha et déposa une assiette d'œufs légèrement refroidie et de toast à côté d'elle. Elle ne le regarda pas. « Tu n'as pas besoin d'être forte à chaque seconde, » dit-il doucement. « Pas ici. » Elle resta immobile, sans parler, mais ne repoussa pas l'assiette. Il la laissa dans ce silence et revint 1 heure plus tard. L'assiette était vide, la fourchette parfaitement alignée dessus et Émilie avait quitté le couloir. Curieux et prudent, il jeta un coup d'œil dans la chambre d'amis. Ils étaient là, Émilie blottie contre Jacob, les membres enlacés sous une même couverture. Sa main restait serrée autour de son bras, comme si desserrer son étreinte risquait de briser cette paix fragile. La vision s'imprégna de sa mémoire, 2 enfants, côte à côte, dormant plus proches que le sang, forgeant un foyer fragile au milieu de leur bouleversement commun. Alexander se retira dans son bureau, s'installant dans son fauteuil, les mains jointes, le regard perdu dans le vide et pourtant, sentant quelque chose remuer en lui qui n'avait pas bougé depuis des années. Le lendemain matin, l'aube déversait une lumière dorée à travers les fenêtres de la salle à manger, emplissant l'espace d'une chaleur oubliée depuis longtemps. Émilie était déjà assise à table, un verre d'eau devant elle, les cheveux encore humides sur les tempes, le regard plus clair et plus alerte. Alexander s'arrêta sur le seuil. « As-tu dormi » demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Un peu » dit-elle d'une voix plus assurée que la veille. Il disposa des assiettes de pain grillé. « J'ai préparé le petit déjeuner. » Jacob dort encore, qu'il se repose. Elle ne répondit pas, mais Alexander vit la tension se relâcher dans ses épaules. Alors qu'elle attrapait le pain grillé, un petit bout de papier plié glissa de sa poche sur la table. Sa main se tendit, puis se retira, rangeant le mot dans son manteau. « Ça vient de ta mère » dit-il doucement. Émilie secoua la tête. « C'est de toi » admit-elle après une pause. « Le mot que tu as laissé. Je ne voulais pas le perdre. » Il fronça les sourcils, se souvenant vaguement du bout de papier qu'il avait déposé là. « Tu l'as lu » Elle baissa les yeux, sa voix à peine audible. « Tu as dit que nous n'étions pas seuls. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je veux que ce soit vrai. » La gorge d'Alexander se serra. « Si » répondit-il en croisant son regard. « Je veux que ce soit vrai. » Après le petit déjeuner, Émilie demanda si elle pouvait l'aider aux tâches ménagères. Il hésita, incertain que le travail ne lui pèse pas trop, mais elle insista d'une voix ferme. « Il faut que je fasse quelque chose. Je n'aime pas rester assise. » Il lui montra la buanderie,
Comment séparer le blanc des couleurs, le rythme d'un pliage soigné. Elle assimila chaque instruction, reproduisant chaque pli avec la même précision qu'elle avait montré la veille en mettant la table. Elle ne parla pas beaucoup, mais avant de commencer, elle posa une question qui persistait, « Tu crois que les enfants ont le choix quand ils grandissent ?» Alexander n'avait pas de réponse, et elle ne semblait pas en attendre. Au fil de la journée, la résilience de Jacob transparaissait avec innocence, il explorait les couloirs avec un émerveillement aveuglé, actionnait les stores automatiques pour les voir se fermer, se déplaçait sur le haut tabouret près du comptoir. Émilie se déplaçait différemment, ses pas étaient réfléchis et prudents, comme pour cartographier les issues de secours plutôt que les pièces. Alexander observait, désireux d'aider, mais conscient que trop de gentillesse, trop vite donnée, pouvait être perçue comme une pression. La guérison ne se donnait pas sur un plateau, elle se gagnait par la confiance. Le troisième après-midi, il découvrit Émilie seule dans la bibliothèque, sa première incursion dans ce sanctuaire silencieux. Elle était assise en tailleur par terre, un crayon à la main, une page déchirée sur le coussin devant elle. Plutôt que de dessiner les formes fantaisistes auxquelles on pourrait s'attendre, elle s'entraînait à écrire des lettres, des formations réfléchies et soignées, répétées à l'infini. Alexander marqua une pause, puis s'agenouilla près d'elle. « Aimes-tu les lettres » demanda-t-il doucement. Elle sursauta, puis hocha la tête sans lever les yeux. « Je n'ai jamais appris à écrire mon nom correctement » avoua-t-elle d'une voix rauque. Doucement, il prit le crayon et écrivit d'un trait net et gras, « Emily ». En dessous, il réécrivit en lettres plus petites. « C'est à toi » lui dit-il. C'est plus qu'un mot, c'est un commencement. Ses doigts traçaient chaque courbe et chaque ligne, comme pour les graver dans sa mémoire. Après un long silence, elle murmura, on dirait que ça appartenait à quelque part. Le cœur d'Alexander se serra à ces mots. C'est vrai, dit-il. Et toi aussi. Ils restèrent assis en silence, le seul bruit étant le léger tic-tac d'une horloge lointaine. Plus tard, une fois Jacob endormi, Émilie retourna à la bibliothèque et s'entraîna de nouveau, inscrivant son nom page après page. Cette nuit-là, alors qu'Alexandre était éveillé, une pensée spontanée lui échappa, peut-être étais-je destiné à te rencontrer. C'était plus qu'un hasard, comme si la vie reprenait enfin son cours autour de lui. Le matin arriva et Émilie se leva avant tout le monde. Elle habilla Jacob, l'aida à se brosser les dents et le guida en bas pour un petit déjeuner simple composé de céréales et de fruits. Elle remplit d'abord son bol, puis le sien, et s'assit à côté de lui pour stabiliser sa main qui tenait la cuillère. Alexandre entra et s'assit discrètement, laissant le silence entre eux ressembler à une douce couverture plutôt qu'à un espace vide. Après avoir mangé, il suggéra d'ouvrir la salle de jeu. Émilie secoua la tête. « On peut rester à la bibliothèque aujourd'hui ? J'ai encore quelque chose à finir. » Il accepta. Plus tard, à son retour, il trouva non seulement le nom d'Émilie sur le papier, mais aussi une autre série de lettres soigneusement écrites, JACOB. Certaines étaient à l'envers, irrégulières, mais reconnaissables entre mille, témoignant de son désir non seulement de s'affirmer, mais aussi d'ancrer son frère. Tendrement, Alexander scotcha le papier à l'intérieur de la bibliothèque, à une hauteur que Jacob pouvait atteindre. Quand Émilie le vit, elle ne dit rien, mais s'installa dessous, continuant d'écrire, car ces noms, cet espace, comptaient désormais suffisamment pour lui appartenir. Ce soir-là, Émilie lut à Jacob une histoire trouvée dans le couloir. Sa voix était hésitante au début, mais ses rires ravis la détendirent, et elle s'adoucit à chaque page tournée. Lorsqu'elle l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit et leva les yeux vers Alexander, elle dit simplement « Merci ». Il hocha simplement la tête et répondit « De rien ». Dans les jours qui suivirent, le manoir perdit son silence de deuil. Les portes, scellées depuis des années, s'ouvrirent au rire et à la découverte. La salle de jeu, autrefois figée dans la poussière, fut ravivée par de nouveaux jouets et livres. La cuisine, longtemps restée stérile après coup, sentait maintenant le pain grillé et les fruits frais, les placards remplis de boîtes de céréales soigneusement refermées et les jus de fruits alignés comme des soldats sur la porte du réfrigérateur. Sophia arriva avec des sacs de vêtements et de jouets, haussant un sourcil devant la transformation. « Tu es sûr de ça » demanda-t-elle. Alexandre, debout devant la cuisinière en train de cuire des œufs pour Jacob, soutint son regard calmement. « Je n'ai jamais été aussi sûr de rien » répondit-il. Pendant tout ce temps, Émilie resta prudente et formelle, l'appelant Monsieur Reed par mesure de sécurité. Puis, un soir, en bordant Jacob, elle glissa et dit « Viens, Alex ». Elle se figea, les yeux écarquillés.
Alexander se tenait sur le seuil et sourit doucement. Alex va bien, dit-il. Le soulagement envahit son visage et, pour la première fois, elle répondit par son prénom. La maison, autrefois un mausolée de deuil, avait repris vie un pas prudent, un mot sincère à la fois. Ce soir-là, Émilie ne prononça pas son nom, mais le lendemain matin, en croisant Alexander dans le couloir, ses lèvres s'incurvèrent de nouveau en un sourire subtil. Il le lui rendit doucement, presque timidement. Au début, ce n'était pas un rire franc, juste le léger soupir qu'elle laissait échapper lorsque Jacob grimaçait d'une manière ridicule, ou lorsqu'Alexander lisait mal une page du conte pour enfants et bégayait sur une comptine. Pourtant, les matins suivants, ce léger sifflement se fit entendre. Un petit rire discret lui échappa, puis un petit rire sourd, un rire qui se déploya progressivement, comme un muscle longtemps endormi se remettant à vivre. Encouragée par sa chaleur, Émilie commença à explorer la maison à sa guise. Elle ouvrit les tiroirs sans annoncer ses intentions, rangea les chaussettes de Jacob par couleur et par motif, et colla des listes de post TS dans le placard à linge, serviettes, livres, pansements, chaque mot étant soigneusement écrit. Jacob suivait ses mouvements de ses grands yeux curieux, la bombardant de questions sérieuses. Pourquoi se brosse-t-on les dents 2 fois? Les oiseaux pourraient-ils construire des maisons? Pourquoi les céréales flottent-elles? Patiemment, Émilie répondit, corrigeant doucement sa grammaire tout en tissant des explications claires et réconfortantes. Du seuil des portes et derrière le bruissement des pages des journaux, Alexander observait silencieusement, absorbant chaque échange sans jamais l'interrompre. Un après-midi, Alexander découvrit ce même bout de papier froissé dans la bibliothèque où il l'avait repéré la première fois. Il le ramassa et remarqua que le nom, Émilie, était rejoint par 2 nouvelles lettres hésitantes en dessous, J.A. Puis vint une autre, C.O.B. Le nom de Jacob, inscrit méticuleusement de la main d'Émilie. C'était comme si elle avait fusionné leurs identités en une seule, nous sommes faits l'un pour l'autre. Il encadra le papier et l'accrocha juste devant la salle de jeu, laissant le verre du cadre noir protéger cette déclaration d'unité. Lorsqu'Émilie passa plus tard dans la journée et reconnut son œuvre sur le mur, elle s'arrêta et caressa du bout des doigts le bord du cadre. Elle ne dit rien, mais ce soir-là, elle déposa une boîte de crayons flambant neuve et une pile de feuilles blanches sur la table de la bibliothèque. C'était un petit geste, presque invisible, mais qui exprimait son intention, c'est à nous maintenant. Sophia le vit aussi, une semaine plus tard, elle arriva avec des serviettes brodées d'initiales ER sur l'une, Junior, sur l'autre souriant légèrement lorsqu'Alexander haussa un sourcil. Je ne voulais pas me précipiter, expliqua-t-elle. Mais Alexander, en pliant le linge ce soir-là, poussa les serviettes à portée des enfants. Les symboles, comprit-il, avaient un pouvoir. Lentement, le manoir se transforma. Alexander ouvrit à nouveau la véranda, la remplit de fournitures d'art et de poufs, et laissa Émilie décider de l'emplacement de la nouvelle bibliothèque. Elle choisit le coin le plus ensoleillé, car, c'est là que la lumière persiste le plus longtemps, dit-elle, comme si son choix avait plus de sens que de simples considérations pratiques. Elle se créait un sanctuaire, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un lieu de calme et de stabilité. Par un samedi chaud, Alexander s'occupa du petit déjeuner et retourna des crêpes sur le feu. Jacob, le sirop déjà collé à son menton, pencha le pichet avec trop d'empressement, projetant la moitié de la pâte sur le carrelage. Il hurla de joie, et Émilie, perchée sur un tabouret, balança ses pieds sous elle en l'avertissant, « Tu vas les brûler. » Alexander feignit l'offense. « Je fais des crêpes depuis plus longtemps que toi. » Elle leva les yeux au ciel et murmura, « Je ne suis pas sûr que ça compte beaucoup. » Ils rirent ensemble elle, légère et mélodieuse, lui, franche et libre et Jacob intervint, encore des crêpes, comme si la matinée ne pouvait jamais finir. Ce soir-là, Émilie s'arrêta de nouveau devant les lettres encadrées, prit une nouvelle feuille et y ajouta un autre nom en lettres majuscules, en gras et avec soin, ALEX. Elle le scotcha à côté, et non par-dessus, de l'original, comme pour lui souhaiter la bienvenue dans leur monde commun. Au matin, Alexandre s'attarda devant les 2 feuilles, restant immobile plus longtemps que nécessaire. Ces lettres n'étaient pas que de l'encre sur du papier, elles étaient une invitation, un cadeau de confiance. Les jours se succédaient, non sous le poids du chagrin, mais au rythme paisible de nouvelles routines. Chaque lever de soleil apportait une touche de chaleur supplémentaire, chaque pas une lueur de vie. Le rire de Jacob résonnait dans les couloirs qu'il connaissait désormais par cœur. Émilie se mit à fredonner doucement en pliant le linge, se rattrapant, marquant une pause, puis laissant la mélodie s'élever à nouveau. C'était comme si elle retrouvait une part d'elle-même qu'elle croyait perdue. Alexandre les observait à distance respectueuse,
apprenant que la véritable présence peut signifier le silence plutôt que l'instruction. Pourtant, une porte de la maison restait résolument fermée, la chambre de Lily. Un sanctuaire jaune pâle figé dans l'instant précédant la tragédie, son portrait sur la balançoire, ses histoires du soir laissées ouvertes, un unique ruban rose suspendu à la poignée du placard. Ce soir-là, après avoir bordé Jacob et éteint la veilleuse étoilée, Alexandre se sentit attiré vers la porte de Lily. Chaque pas lui semblait posé, empreint de recueillement. Sa main tremblait lorsqu'il tourna la poignée et ouvrit la porte. À l'intérieur, tout était exactement comme avant, l'air teinté du souvenir de la lavande, les peluches fixant silencieusement le lit. Il s'agenouilla près de la couverture, effleurant du bout des doigts son doux tissage. « Salut, ma chérie », murmura-t-il d'une voix rauque. « Ça fait si longtemps. » Il se percha au bord du matelas, contempla la photo de Lily en train de se balancer au son rire immortalisé et expira. « Tu me manques », admit-il, les larmes aux yeux. Le temps passa, mais il ne compta pas les minutes ni ne les remarqua, il resta simplement assis là, bercé par le silence. Une planche craqua quelque part, peut-être Émilie vérifiant l'état de Jacob, et ce petit bruit ordinaire lui apporta du réconfort. Lorsqu'il posa enfin sa tête sur l'oreiller de Lily, l'épuisement le gagna et il sombra dans un sommeil sans défense, comme bercé par son souvenir. Ses rêves se déployèrent dans une lumière dorée. Il vit Lily courir à travers champs, ses tresses flottant comme des ailes, sa robe bleue illuminant le soleil. Elle se tourna vers lui, la voix radieuse, « Papa ». Il ressentit le même besoin de la poursuivre, mais quelque chose le retint. Dans ce silence, il reconnut quelque chose de nouveau, la paix. Elle sourit, en sécurité et entière. « Tu n'as plus besoin de me rattraper », lui dit-elle doucement. « Tu n'as qu'à continuer. » Puis elle disparut, la vision persistant comme l'écho d'une berceuse. Il se réveilla les joues pleines de larmes, des larmes qui vidaient son chagrin au lieu de le noyer. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de dentelle et, pour la première fois depuis des années, l'absence lui donnait l'impression d'être présente. Il se leva et traversa le couloir, passa devant la porte de Lily cette fois sans se détourner et entra dans le salon où Émilie dormait, blottie contre Jacob sur le canapé. Un crayon de couleur se trouvait à proximité, à côté d'un dessin inachevé de 3 bonhommes allumettes sous un soleil levant. Il les recouvrit délicatement tous les deux. À genoux, il murmura à la maison silencieuse, « Je continuerai, pour nous tous. » Son vœu n'était pas grandiose, il était simple, nécessaire. Car ici, dans la fragile toile qu'ils avaient tissée ensemble, il avait retrouvé un but. Et chaque matin, chaque dessin, chaque repas partagé serait un pas en avant, un témoignage de ce que signifie reconstruire, faire confiance et aimer. Au cours des semaines suivantes, Alexander se sentit attiré à maintes reprises par ce bout de papier accroché au mur du couloir. Un après-midi, il s'arrêta devant, traça les noms du regard et, presque sans réfléchir, prononça à voix haute les mots qu'il portait en lui. « Ils sont ma famille maintenant. » Ces mots se déposèrent autour de lui comme une douce couverture. 2 mois s'étaient écoulés depuis le premier sourire d'Émilie à la lumière du matin, et le manoir avait perdu son silence de deuil. Ses longs couloirs résonnaient désormais de rire, ses pièces vides s'animaient de petites routines intimes. La lavande ne flottait plus dans l'air, à sa place montait le parfum réconfortant du petit déjeuner, des crêpes au beurre grésillant sur la plaque, la douceur acidulée du jus d'orange ruisselant sur les plans de travail fraîchement lavés, et le doux parfum de cire des crayons abandonnés dans un abandon créatif. Le parquet, autrefois poli d'un éclat solennel, résonnait sous les pas impatients de Jacob. Le silence de la solitude laissait place au rire derrière les portes entr'ouvertes et aux douces réprimandes d'Émilie lorsque Jacob tentait de donner discrètement des toasts au chat qu'Alexander venait tout juste d'accepter de ramener à la maison. Ce qui avait autrefois semblé être un sanctuaire dédié à la perte était devenu, à travers les jus renversés, les histoires du soir et les dessins inachevés, un véritable foyer. Par un matin frais, tandis que la lumière filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses, Alexander et Sophia étaient assis à la table à manger, entourés de formulaires juridiques soigneusement empilés. Vérification d'antécédents, rapport d'inspection du domicile, document d'adoption portant sa signature, chaque document les rapprochait un peu plus de l'officialisation de leur lien tacite. Sophia lui glissa la dernière page, l'adoption finalisée en caractères clairs et solennels. Elle hésita, puis lui effleura la main. « Ils ont de la chance de t'avoir », murmura-t-elle. Alexander secoua la tête, sa certitude inébranlable. « Non, dit-il doucement, c'est moi qui ai de la chance. » Ce soir-là, plutôt que de faire la fête, il prépara les macaronis au fromage préféré de Jacob extra beurré,
des nouilles presque trop glissantes pour être contenues et Émilie l'aida à couper des quartiers de pommes croquants. Après avoir mangé la dernière cuillerée et retrouvé le puzzle de Jacob à moitié assemblé sur le sol, Alexander s'agenouilla à côté d'eux. Sa voix était calme et posée, « Je ne peux pas remplacer ce que tu as perdu, » dit-il. « Mais si tu me le permets, j'aimerais faire partie de ce qui vient après. Pas seulement aujourd'hui, ni cette année, mais pour toujours. » Émilie soutint son regard, puis se pencha en avant et passa ses bras autour de son cou. « Tu le hais déjà » murmura-t-elle. Plus tard, sous la douce lueur de la lampe du couloir, Alexander prit un marqueur noir et écrivit un seul mot sous chacun de leurs noms, Reed. C'était comme la dernière pièce du puzzle qu'ils avaient construit ensemble. Le lendemain matin, Émilie s'arrêta devant le mur, traçant du doigt les lettres de son nouveau nom de famille avant de se diriger vers la cuisine. « Reed » murmura-t-elle en versant des céréales. « C'est nous maintenant, n'est-ce pas ?» Alexander sourit et hocha la tête. Lorsque Jacob entra dans la pièce, chaussettes dépareillées et large sourire, il demanda sans hésiter, « Je peux être Reed aussi ?» Alexander le prit dans ses bras. « Tu le hais déjà, mon pote. » Ainsi, autour de cette simple table de cuisine crêpes refroidissant, crayons éparpillés, rire à chaque coin, Alexandre réalisa qu'il n'habitait plus une maison marquée par le chagrin. Il vivait dans un foyer forgé par la résilience, soudé par la confiance et scellé par l'amour. Une famille renaissante, non pas du sang, mais de chaque matin partagé et de chaque promesse murmurée, reconstruite à partir des débris d'hier vers l'espoir de demain.